Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, les nanotechnologies constituent le but d'une multitude de recherches. La maîtrise des techniques de fabrication des nanostructures aux propriétés physiques inédites ouvre en effet la voie à des applications qui marquent le début d'une ère technologique absolument innovante. L'optique a bénéficié et on a même contribué à ces avancées technologiques. En effet, elle a pris une autre tournure depuis qu'on a démontré théoriquement qu'on pourrait concevoir des matériaux artificiels présentant des bandes interdites photoniques semblables à celles des électrons qui sont responsables du comportement des semi-conducteurs et des isolants. Désormais, la nanophotonique ou la nano-optique rend possible l'apparition de nouveaux composants permettant la génération, le traitement, la maîtrise et le contrôle de la lumière à l'échelle de la longueur d'onde et même inférieure à celle-ci. Du point de vue théorique, des avancées considérables ont été aussi réalisées, notamment dans le domaine numérique, grâce évidemment au progrès colossal réalisé dans le domaine informatique. Beaucoup de méthodes existent dans la littérature, certaines spécifiques, d'autres plus générales, qu'on peut classer dans deux catégories, les méthodes temporelles qui travaillent dans l'espace direct et les méthodes fréquentielles qui opèrent dans l'espace réciproque de Fourier. Parmi les méthodes les plus populaires, on peut citer la méthode des différences finies dans le domaine temporel, la méthode des éléments finis et les méthodes modales qui sont nombreuses mais qui se ressemblent toutes. Donc, dans ce qui suit, je vais vous présenter une méthode modale, rigoureuse, très populaire, utilisée par les scientifiques et les ingénieurs pour résoudre les problèmes de propagation et de diffraction par des structures dont les dimensions sont à l'échelle de la longueur d'onde, domaine dit résonant, pour lesquels il n'y a pas de solution analytique approchée fiable. Cette méthode s'appelle la méthode modale de Fourier, FMM, qu'on appelle également RCWA pour méthode rigoureuse des ondes couplées. Donc il est intéressant de noter que l'électromagnétisme classique de Maxwell est suffisant pour décrire les phénomènes étudiés en nanophotonique ou bien nano-optique sans recourir, je veux dire, à la théorie du champ quantique, à la théorie quantique du champ électromagnétique. La combinaison des équations ici en rotationnel donne naissance aux équations de propagation en champ électrique et en champ magnétique. La résolution de ces équations doit vérifier évidemment les conditions de continuité sur les interfaces séparant deux milieux distincts. C'est ce que nous utilisons dans la méthode FMM, dans la région du réseau. Ici, on a donné deux types, à titre d'exemple, deux types de réseaux de diffraction, réseau lamellaire à périodicité ND et réseau croisé, ou bien à périodicité 2D. La I représente l'incidence, qui peut être une onde plane ou un ensemble, un faisceau, tel que le faisceau gaussien, ou toute autre excitation. Les T et les R sont les amplitudes spectrales des ordres diffractés. En ce qui concerne la diffraction, il est dite diffraction conique dans le cas où le plan d'incidence contenant le vecteur K est quelconque par rapport à la direction d'invariance du réseau. Par contre, il est dite diffraction classique dans le cas où ce plan d'incidence est perpendiculaire à la direction d'invariance du réseau, comme cela est représenté sur ces deux figures. Dans le cas de la diffraction classique, où le vecteur K ne possède que deux composantes, ici, dans cet exemple, la direction d'invariance est l'axe des Z. Donc, les équations de Maxwell donnent naissance à deux groupes d'équations
indépendants. L'un décrit la polarisation transverse électrique dans le cas où le champ EZ est, le champ électrique E est parallèle à la direction d'invariance, et dans le cas où le champ magnétique est parallèle à cette direction, elle est dite polarisation TM, ou bien transverse magnétique. La méthode modale de Fourier est une méthode conçue pour les réseaux périodiques. Elle est née vers la fin des années 60, voire début des années 70. Depuis, on n'a pas cessé de l'améliorer pour tenir compte des nouvelles thématiques de l'optique, de la nano-optique, telles que la plasmonique, les métamatériaux, etc. Mais vers les années 2000, cette méthode a pu être généralisée au cas des réseaux apériodiques ou finis dans l'espace, grâce bien évidemment au concept des PML. C'est des coordonnées, plutôt des couches parfaitement absorbantes qui permettent de simuler la propagation du champ diffracté vers l'infini. Avec la FMM, l'espace est divisé en 3 régions. Les 2 régions homogènes d'incidence et de transmission qui sont caractérisées par leurs indices du milieu, N et NT. Ici, le champ diffracté est tout simplement donné par le développement de Rayleigh, donné par ces expressions. Par contre, dans la zone du réseau qu'on appelle zone modulée, la résolution des équations de Maxwell se fait numériquement. Les constantes de propagation bêta qui apparaissent dans les expressions du champ, dans les expressions de Rayleigh, sont données par ces équations. Hein. Il est à noter que les ordres de diffraction propagatifs sont seulement ceux dont la composante horizontale alpha n donnée par la formule des réseaux est inférieure au vecteur du milieu. Les autres ordres sont dits évanescents, c'est-à-dire ne se propagent pas à longue distance. Le principe de la méthode modale de Fourier est simple. En développant en série de Fourier toutes les grandeurs électromagnétiques. Le réseau, ou bien la région modulée, est subdivisée en sous-couches, un certain nombre de sous-couches d'épaisseur donnée, pour décrire le profil du réseau, ou bien la permittivité diélectrique qui le caractérise. On résout les équations de Maxwell dans chaque sous-couche, et les solutions obtenues sous forme de modes sont raccordées les uns aux autres via un algorithme dit S-matrix. Bien évidemment, ce n'est pas le seul algorithme, il y a d'autres algorithmes comme T-matrix, R-matrix, mais le plus stable d'entre eux est celui qu'on appelle S-matrix. Cette approximation s'appelle approximation marche d'escalier ou bien staircase approximation. Alors, en développant les équations de Maxwell, on aboutit à 2 ensembles, 2 groupes d'équations qui caractérisent qui définissent les 2 polarisations, transverse électrique et transverse magnétique. Ces 2 équations sont les équations de propagation du champ. Ici, c'est électrique et là, c'est le champ magnétique. Le théorème de Floquet-Bloch permet d'écrire les champs E et H sous forme de série de Fourier généralisée. La permittivité diélectrique du réseau est développée tout simplement puisqu'il est périodique en série de Fourier. Donc là, je suis obligé de minimiser un petit peu parce qu'il y a des calculs à faire. Donc je ne vais pas donner les détails. Donc en reportant ces expressions dans les équations de propagation, donc ici, n, il varie de moins l'infini à plus infini. C'est pour les séries de Fourier. Donc, en reportant ces expressions dans ces équations de propagation, on obtient un système d'équations. Bien sûr, le résultat, on le projette dans la base de Fourier. On obtient un système d'équations pour n allant de moins l'infini jusqu'à plus infini. Bien évidemment, pour des raisons d'implémentation numérique, on est obligé de fixer la valeur de n, prendre n fini.
Donc, disons que M est l'ordre de troncature, c'est-à-dire M, c'est le nombre de termes qu'on retient dans les séries de Fourier, c'est 2M plus un terme. C'est ce qu'on appelle la troncature. Alors, donc, sous forme matricielle, les équations obtenues, les équations algébriques, conduisent à ces formes compactes d'équations différentielles où ATE et ATM sont des matrices de dimension 2M plus 1 fois 2M plus 1. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, le epsilon sous cette écriture symbolique, ou celui-là, 1 sur epsilon R, représente la matrice Toeplitz. C'est-à-dire que l'élément de cette matrice IJ représente le coefficient de Fourier epsilon I-J. Donc, c'était l'intégration, ou bien en cherchant justement les solutions sous forme d'onde plane, avec cette expression-là, on intègre ces deux équations. L'intégration de ces deux équations se ramène à la résolution de deux problèmes aux valeurs et vecteurs propres. Une fois des matrices, bien sûr, ATE et ATM. Une fois qu'on calcule toutes ces valeurs propres et ces vecteurs propres, la solution générale dans la sous-couche d'épaisseur HQ s'écrit sous cette forme-là, où les P sont les vecteurs propres, D les valeurs propres, les A et les B ici sont les amplitudes spectrales des ondes montantes et des ondes descendantes dans la couche. Donc, on reporte cette expression dans l'expression du Floquet-Bloch du champ E et H, on aboutit à la solution finale qui s'écrit sur cette forme. Voilà. Donc, ce travail, ou bien ce calcul est répété autant de fois que le nombre de couches qu'on a. Et à la fin, on aboutit à ce système qui donne les amplitudes de transmission, les amplitudes spectrales des ordres diffractés en transmission et en réflexion. S, c'est la matrice déduite de toutes les matrices de couches, en passant de l'incidence jusqu'à la transmission par un produit qu'on appelle star product. SQ ici, c'est l'exemple, enfin, c'est l'expression de la matrice de la couche Q. Là, il faut prendre ces éléments-là. Ce n'est pas du scalaire, mais c'est des blocs de matrice de 2M plus 1 fois 2M plus 1. ID, par exemple, c'est une matrice identité. Tous les éléments de la matrice, ils sont connus. Donc, si on s'intéresse uniquement aux efficacités de diffraction, le calcul peut s'arrêter là, puisqu'ils sont en fonction de T et de R. Mais si on veut implémenter, par exemple, le champ électromagnétique dans tout l'espace, là, on est obligé de calculer tous les A, tous les B de toutes les couches. Mais une fois que T et R sont déterminés par une méthode récursive, on peut déterminer toutes les amplitudes dans toutes les couches. C'est ce qu'on a fait pour ces deux premières figures. C'est un exemple d'un réseau binaire en polarisation TM où nous avons implémenté la norme du champ magnétique et la composante du champ électrique. Pour ces deux, par exemple, figures, il n'est pas nécessaire de calculer les amplitudes A et B, ce qui rend la méthode encore beaucoup plus rapide. Mais dans la pratique, on commence toujours par cette courbe qui nous renseigne sur deux choses à la fois. D'abord, si la méthode est convergente, puis pour déterminer la valeur de l'ordre de troncature M. Ici, il n'est pas intéressant, par exemple, de prendre M égale à 40, alors que la méthode commence à converger déjà à partir de 18 ou 20. Mais c'est risqué aussi de prendre une valeur de M inférieure à 10, puisque la méthode n'est pas encore convergente. Là, j'ai donné quelques autres applications de cette méthode, juste pour montrer son efficacité. Donc, je voulais parler de beaucoup de choses sur cette méthode, mais le temps, bien sûr, ne suffit pas. Donc, je peux dire juste que cette méthode est une méthode rigoureuse, très efficace, simple à implémenter, mais surtout, elle n'est pas gourmande en temps de calcul et en mémoire de stockage.
Voilà, je m'arrête là et merci. Merci, M. Yala.